Il y a quelque chose que presque personne ne dit vraiment sur le sommeil. Pas les articles de magazines, pas les applications de bien-être, pas même la plupart des médecines dans leurs consultations pressées. Quelque chose qui s'est passé chaque nuit, pendant que tu dors, pendant que ton corps se tait et que tes yeux se ferment. Quelque chose d'immense, quelque chose qui décide, une grande partie, qui tu seras demain matin. Il y a un mot pour ce phénomène, un mot précis, clinique, fascinant, mais je ne vais pas te le donner tout de suite. Parce que pour le comprendre vraiment, pour le laisser entrer dans ta chair et pas seulement dans ta tête, il faut d'abord que tu vois ce qui t'arrive à toi ce soir dans ta vie réelle. Aver, pense à la dernière fois que tu t'es allongé dans ton lit et que le silence s'est fait. Pas un silence doux, un silence habité, peuplé de voix intérieures qui recensent les erreurs de la journée, qui anticipent les problèmes de demain, qui rejouent des conversations qui ont mal tourné. Le plafond blanc au-dessus de toi devient un écran de projection et tu regardes défiler tout ce que tu n'as pas réglé, tout ce que tu n'as pas eu être. Le corps est allongé, mais l'esprit court. L'esprit court comme un animal affolé dans une cage trop petite. Et pendant ce temps, quelque chose de fondamental est en train de se passer dans ton cerveau. Quelque chose que tu ne contrôles pas, quelque chose que tu pourrais apprendre à orienter si seulement tu savais comment. Ce n'est pas une promesse légère, c'est une observation clinique soutenue par des décennies de recherche en neurosciences, en psychologie cognitive et en pratique contemplative. Christophe André l'a observé dans son cabinet, dans les salles de groupe à l'hôpital Sainte-Anne, dans les retraites de méditation qu'il a animées pendant plus de 20 ans. Et ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu de la bouche de centaines de patients, c'est toujours la même chose au fond. Les gens ne souffrent pas seulement de ce qui leur arrive. Ils souffrent de ce que leur cerveau fait avec ce qui leur arrive, la nuit, dans le noir, sans qu'ils s'en rendent compte. Puis, reste là. Parce que ce que tu vas s'entendre dans les prochaines minutes pourrait changer quelque chose de très concret dans ta vie. Pas dans 6 mois, pas après un stage coûteux, mais dès ce soir. Imagine un homme, appelons-le Thomas, 47 ans, cadre dans une entreprise de taille moyenne, 2 enfants de 9 et 13 ans, une femme qu'il aime, qu'il a aimée en tout cas, qui commence à regarder ailleurs dans la conversation, parce qu'il n'est plus vraiment là. Thomas n'est pas un mauvais père, il n'est pas un mauvais mari, il est fatigué. Profondément, structurellement fatigué. Il rentre le soir et son corps franchit la porte, mais son esprit est encore dans la réunion de 15 heures. Il est à table avec sa famille et il répond aux messages professionnels. Sa fille lui parle de son professeur de mathématiques et il hoche la tête sans entendre un seul mot. Son fils lui montre un dessin et Thomas dit « c'est bien, c'est très bien », sans regarder le dessin. Sa femme, un soir, lui a dit quelque chose. Elle lui a dit « Thomas, tu es là, mais tu n'es pas là ». Et il a répondu que c'était injuste, qu'il travaillait pour eux, qu'il faisait de son mieux. Mais au fond, dans quelque chose de très profond, il savait qu'elle avait raison. Il savait que la distance entre son corps et son esprit était devenue un gouffre que ses enfants traversaient à tâtons chaque soir en essayant de trouver leur père. À voir, tu reconnais peut-être quelque chose dans cette image. Pas nécessairement les détails, mais la texture. Ce sentiment d'être physiquement présent et mentalement absent. D'être assis dans ta propre vie comme un spectateur. De regarder passer les moments qui comptent, les rires de tes enfants, les regards de ton partenaire, les petits oies ordinaires, depuis derrière une vitre. Et cette vitre s'appelle la rumination. Cette vitre s'appelle l'anxiété chronique. Cette vitre s'appelle le pilote automatique. Si ce que tu viens d'entendre résonne dans quelque chose de familier, si tu te reconnais même partiellement dans cette description, alors ce que tu vas découvrir dans ce contenu peut vraiment t'aider. Et si tu trouves de la valeur dans ce type de réflexion, dans ces outils issus de la clinique et de la science, prends un instant pour rejoindre cette communauté. Parce que chaque semaine, il y a ici de nouvelles pistes pour soigner l'intérieur, pour calmer le bruit mental, pour revenir à soi. Ce n'est pas une injonction. C'est une invitation douce, comme on tendrait la main à quelqu'un qu'on veut aider à traverser une période difficile. Revenons à Thomas et revenons à ce qui se passe dans son cerveau quand il s'allonge enfin, épuisé, dans son lit.
parce que c'est là que tout commence. C'est là que le vrai problème prend racine. Et c'est là aussi que se trouve la solution. Espera parce qu'il faut comprendre quelque chose d'essentiel sur la biologie de l'épuisement. Quand un être humain passe ses journées en état d'alerte, quand le cortisol, cette hormone du stress, circule en permanence dans le sang, le cerveau apprend quelque chose. Il apprend que le monde est dangereux. Il apprend que la vigilance est nécessaire. Il grave cet apprentissage en profondeur dans des circuits neuronaux qui deviennent de plus en plus automatiques. Et la nuit, pendant le sommeil, le cerveau ne s'arrête pas. Il consolide, il répète, il renforce. Il prend ce que tu as vécu dans la journée et il le grave encore plus profond. Si ta journée a été dominée par l'anxiété, par la tension dans les épaules, par ce nœud dans la gorge que tu portes depuis des semaines, eh bien, ton cerveau va passer une partie de la nuit à consolider exactement cela, à rendre encore plus automatique la réponse au stress, à creuser encore plus profondément le sillon de l'inquiétude. Et demain matin, tu te réveilleras fatigué parce que ton cerveau a travaillé dur. Mais il a travaillé dans le mauvais sens. C'est là que quelque chose de presque personne ne dit vraiment intervient. Il y a un processus, une mécanique précise qui se met en place pendant certaines phases du sommeil, surtout pendant ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, que les neuroscientifiques anglophones nomment REM sleep. Durant ce stade, le cerveau est extraordinairement actif. Les yeux bougent sous les paupières, l'hippocampe et l'amygdale dialoguent. Et quelque chose d'étrange se produit. Les souvenirs émotionnels de la journée sont retravaillés, parfois apaisés, parfois amplifiés. Le cerveau décide, en quelque sorte, du poids émotionnel que chaque expérience va garder. Il y a un mot pour ce que Christophe André enseigne à faire avec ce processus. Un mot qui nomme cette capacité de modifier volontairement ce que le cerveau va consolider pendant la nuit. Un mot que je vais te donner bientôt parce qu'il faut d'abord que tu mesures l'enjeu. Il faut que tu sentes dans ton corps, dans ta poitrine, dans ton ventre, ce qui est en train de se jouer. Parce que si tu ne fais rien, si tu laisses le cycle se perpétuer, si tu continues à t'endormir avec le même bruit mental, la même tension physique, les mêmes pensées automatiques qui tournent en boucle, quelque chose de grave va se produire. Et ce n'est pas une métaphore. C'est une réalité clinique documentée. L'anxiété chronique non traitée modifie la structure du cerveau. L'amygdale, ce petit noyau en forme d'amande qui gère les réponses de peur, grossit. Littéralement, elle devient hyperactive. Elle commence à voir des menaces là où il n'y en a pas. Un email de ton responsable devient une catastrophe annoncée. Un silence de ton partenaire devient une preuve de rechette. Le retard de ton bus devient une injustice insupportable. Et le cortex préfrontal, celui qui gère la raison, la nuance, la capacité de prendre du recul, lui, il se met à fonctionner moins bien. Moins de connexion. Moins de volume. Moins de sagesse est disponible dans les moments difficiles. Déjame pensar un momento sur ce que ça signifie concrètement. Ça signifie que plus tu restes dans cet état, plus tu perds progressivement la capacité de voir la réalité telle qu'elle est. Tes filtres perceptifs se déforment, tu commences à interpréter le monde à travers la lentille de la menace. Et tu le sais quelque part, tu le sens que quelque chose ne va pas, que tu réagis trop fort, que tu es trop loin de toi-même. Mais tu ne sais pas comment arrêter ça. Et cette déformation perceptive ne reste pas enfermée dans ta tête. Elle sort, elle se répand dans tes relations. Thomas, un soir, a répondu sèchement à sa fille qui lui posait une question banale. Elle voulait savoir si elle pouvait regarder un film le lendemain. Il lui a répondu d'un ton brusque, presque méchant, et il a vu quelque chose dans ses yeux. Un retrait, un petit pas en arrière, pas physique, émotionnel. Sa fille, qui avait 9 ans, apprenait quelque chose à ce moment-là. Elle apprenait que son père, parfois, était quelqu'un dont il fallait se méfier, qu'il valait mieux ne pas l'approcher quand il portait cette expression-là. Et Thomas, lui, le soir, dans son lit, revivait ce regard, ce petit retrait. Et il s'est haïssé un peu. Et cette haine de soi alimentait encore plus l'anxiété. Et l'anxiété alimentait encore plus le bruit mental.
et le bruit mental l'empêchait de dormir vraiment. Et le manque de sommeil de qualité rendait son cerveau encore plus réactif. Le cycle se referme et à chaque tour de spirale, il descend un peu plus bas. Bueno, et maintenant réfléchis. Si ça continue, où est-ce que ça mène? Pas dans 6 ans, dans 6 mois, dans 3 mois. Parce que ce type d'épuisement chronique ne reste pas stable, il évolue, il s'aggrave. La science de la psychopathologie le montre clairement. Un état d'anxiété chronique non pris en charge augmente significativement. Le risque est de basculer vers une dépression, pas une tristesse passagère. Une dépression caractérisée, avec ses matins impossibles, son anesthésie émotionnelle, son incapacité à ressentir de la joie même face à ce qu'on aimait avant. Et à ce stade, les relations ne sont plus seulement altérées, elles commencent à s'érompre, parce que les gens qui t'aiment peuvent tenir en temps face à ton absence émotionnelle. Ils peuvent s'adapter, compenser, espérer que ça ira mieux, mais il y a un seuil après lequel la lassitude s'installe, après lequel on arrête d'essayer de te rejoindre là où tu es, parce que chaque tentative revient les mains vides, et ce retrait des autres, ce silence progressif autour de toi, devient une confirmation supplémentaire de ta solitude intérieure. Espéra, je veux être très clair ici. Ce n'est pas pour te faire peur gratuitement, c'est pour que tu sentes la réalité de l'enjeu. Parce que Christophe André, dans son travail clinique, a accompagné des centaines de personnes qui sont arrivées dans son cabinet trop tard. Pas trop tard pour guérir. On peut toujours guérir, mais trop tard pour éviter des dommages dans leur vie, dans leur famille, dans leur corps. Des personnes qui auraient pu agir avant, qui avaient les signaux, qui sentaient que quelque chose n'allait pas, mais qui ont attendu que ça devienne une crise avant de chercher de l'aide. Il ne s'agit pas de catastrophisme, il s'agit de lucidité bienveillante. Et la lucidité bienveillante dit ceci: ce que tu vis en ce moment, l'épuisement, le bruit mental, l'absence à toi-même et aux autres, c'est un signal que quelque chose doit changer. Et la bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle, c'est que le cerveau humain est incroyablement plastique. Il peut changer. Il change tout le temps. Et la nuit, pendant le sommeil, c'est précisément le moment où cette plasticité est la plus grande. Il y a une femme dans l'un des groupes de thérapie que Christophe André a animé, dont l'histoire mérite d'être partagée ici. Appelons-la Marie, 52 ans, infirmière depuis 30 ans. Quelqu'un qui avait consacré sa vie à prendre soin des autres et qui n'avait jamais vraiment appris à prendre soin d'elle-même. Marie s'endormait chaque soir avec la liste des choses qu'elle n'avait pas faites, les patients qu'elle n'avait pas suffisamment aidés, les appels qu'elle avait oublié de passer. Elle se réveillait à 3 heures du matin, le cœur battant, avec l'impression d'avoir raté quelque chose d'important. Un matin, dans le groupe, elle a dit quelque chose de simple, de douloureux, d'absolument vrai. Elle a dit « J'ai l'impression de passer ma vie à courir après quelque chose que je n'attrape jamais ». Et les autres dans le groupe ont hoché la tête, parce qu'ils savaient exactement de quoi elle parlait. Marie a commencé à apprendre ce que Christophe André enseigne sur le sommeil et la conscience. Elle a commencé à pratiquer quelque chose juste avant de s'endormir. Quelque chose de très simple, de très précis, ancré dans la biologie du cerveau. Et au bout de 3 semaines, elle a dit quelque chose de différent. Elle a dit « Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je me réveille avec quelque chose de plus léger dans la poitrine. Comme si quelque chose avait été déposé là pendant la nuit. Ce quelque chose avait un nom. Et ce nom, je vais te le donner maintenant, parce que tu as besoin de le comprendre pour que les outils qui suivent à tout leur sens. À vert, ce processus s'appelle la réconsolidation mnésique orientée. C'est le principe selon lequel le cerveau, pendant le sommeil, ne se contente pas de stocker mécaniquement les expériences de la journée. Il les retravaille, il les réorganise. Et surtout, il est sensible à l'état émotionnel dans lequel tu te trouves au moment de t'endormir. Cet état devient une sorte de signal, une instruction que le cerveau utilise pour trier et pondérer les informations. Si tu t'endors dans un état de tension, de peur, de rumination, ton cerveau reçoit le signal « le monde est menaçant », renforce les circuits de vigilance. Si tu t'endors dans un état de calme relatif, d'acceptation, d'ancrage dans le présent, ton cerveau reçoit un signal différent. Il est possible de se pousser,
renforce les circuits de régulation émotionnelle. Mais il y a plus. Et c'est là que la pratique de Christophe André devient vraiment remarquable. Il ne s'agit pas seulement de se calmer avant de dormir. Il s'agit d'orienter activement le contenu de ce que le cerveau va consolider. Il s'agit de lui donner délibérément les matières premières d'une nouvelle façon de percevoir les choses. Et pour ça, il y a des techniques précises, testées cliniquement, issues de la convergence entre la neuroscience du sommeil, la pleine conscience et la thérapie cognitive. Déjame pensar un momento sur comment les présenter, parce que ce serait une erreur de les aborder comme une liste de conseils. Ce ne sont pas des conseils, ce sont des pratiques. Et la différence entre un conseil et une pratique, c'est que le conseil reste dans la tête, alors que la pratique descend dans le corps, et c'est dans le corps que tout se joue. La première pratique s'appelle l'ancrage sensoriel intentionnel. Elle se fait dans les 20 à 30 minutes qui précèdent le coucher. L'idée est simple mais profonde. Interrompre le flux des pensées automatiques en revenant délibérément aux sensations physiques du moment présent. Pas en forçant le calme, pas en essayant de ne pas penser, ce qui est impossible et contre-productif, mais en dirigeant doucement l'attention vers ce que le corps scinde maintenant réellement. Concrètement, cela ressemble à ceci. Tu t'assièses ou tu t'allonges déjà dans ton lit. Tu fermes les yeux et tu commences par les pieds. Tu portes ton attention sur la plante de tes pieds. Tu observes la température. Tu observes le contact avec le matelas ou le sol. Tu ne cherches pas à ressentir quelque chose de particulier. Tu observes simplement ce qui est déjà là. Puis tu remontes lentement les mollets, les genoux, les cuisses, le bas du ventre. Tu observes où il y a de la tension, où il y a de la chaleur, où la respiration fait bouger les tissus. Puis pourquoi est-ce que ça fonctionne ? Parce que le cerveau ne peut pas maintenir simultanément une attention sensorielle fine et une rumination intense. Ces deux modes d'activité cérébrale sont partiellement incompatibles. Quand le cortex sensoriel s'active, le réseau du mode par défaut, celui qui génère les ruminations et les projections anxieuses dans le futur, s'émet en retrait. Pas définitivement, pas complètement, mais suffisamment pour créer une fenêtre de calme relatif. Et dans cette fenêtre, le corps commence à comprendre qu'il peut se poser. Christophe André a une formulation que ses patients répètent souvent. Il dit « Le corps ne ment pas. Quand tu lui donnes de l'attention, il te répond. » Pas toujours de façon agréable au début. Parfois, ce qu'on trouve en descendant dans le corps, c'est de la douleur, de la tension, une oppression dans la gorge qu'on portait depuis des heures sans la voir. Mais voir n'est pas subir. Observer une tension sans la rougir, sans vouloir l'effacer immédiatement, c'est déjà une forme de libération. Le cerveau enregistre « je peux regarder cette douleur sans en mourir ». Et cet enregistrement, consolidé pendant le sommeil, devient progressivement une nouvelle façon d'être en relation avec sa propre souffrance. La deuxième pratique est ce que Christophe André appelle le bilan de gratitude ancré. Et attention, parce que la gratitude est souvent mal comprise. Ce n'est pas de l'optimisme forcé. Ce n'est pas se dire que tout va bien, alors que tout ne va pas bien. C'est quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus honnête. Avant de s'endormir, on cherche 3 moments de la journée, juste 3, même les plus petits où quelque chose a été vraiment présent. Pas parfait, pas magnifique, présent. Peut-être que ta tasse de café du matin était chaude entre tes paumes et que tu l'as senti 1 seconde, vraiment. Peut-être que tu as croisé le regard de quelqu'un dans la rue et qu'il y avait quelque chose de doux dedans. Peut-être que ton enfant a ri et que pendant 2 secondes, le bruit de ce rire a traversé ta poitrine. Tu reprends ces 3 moments et tu les laisses exister dans ton corps, pas seulement dans ta tête. Tu laisses la chaleur de la tasse revenir dans tes paumes. Tu laisses ce rire résonner encore 1 seconde dans ta poitrine. Tu laisses ce regard doux t'atteindre à nouveau. Et pendant que tu fais ça, pendant que tu habites vraiment ces micro-expériences positives, ton cerveau enregistre. Il y a aussi ça. La vie n'est pas que menace, il y a aussi de la chaleur. Il y a aussi de la connexion. Il y a aussi de la beauté dans les petites choses. Et ce soir, pendant que tu dors, pendant que l'hippocampe trie et classe les expériences de la journée, ces 3 moments vont peser dans la balance. Pas autant qu'une catastrophe émotionnelle intense, peut-être,
Mais avec régularité, avec constance, leur poids augmente. Et au fil des semaines, quelque chose change dans la façon dont le cerveau calibre la réalité. Il y a une recherche fascinante conduite par le chercheur en neurosciences, Richard Davidson, à l'Université du Wisconsin. Il a étudié les cerveaux de méditants ayant une pratique régulière d'attention au moment présent et de pratique bienveillante, et il a observé des modifications structurelles dans le cortex préfrontal gauche associées aux émotions positives et à la résilience, et dans l'insula, associées à la conscience corporelle. Ces modifications ne prenaient pas des années. Elles commençaient à être mesurables après quelques semaines de pratique régulière. Quelques semaines. Et Thomas et Marie, et toi, vous pouvez commencer ce soir. Vers la troisième pratique est sans doute la plus puissante et aussi la moins connue du grand public. Christophe André la nomme différemment selon les contextes, mais dans son essence, elle consiste à utiliser les hypnagogiques, ces images et sensations spontanées qui apparaissent dans les minutes qui précèdent. L'endormissement pour orienter la direction du rêve et donc de la consolidation nocturne. Voilà ce qui se passe biologiquement. Au moment où tu commences à t'endormir, le cerveau entre dans un état intermédiaire entre la veille et le sommeil. La conscience se diffuse, les filtres critiques s'assouplissent. L'amygdale est encore active, mais le cortex préfrontal commence à se déconnecter. Et dans cet état, le cerveau est extraordinairement réceptif, beaucoup plus réceptif que pendant la journée. Les impressions qui arrivent dans cet état ont un impact disproportionné sur ce qui va être consolidé pendant la nuit. La pratique consiste à utiliser cet état de façon intentionnelle, pas en se forçant à penser à quelque chose de positif. Encore une fois, ce serait contre-productif. Mais en choisissant délibérément une image, une scène, une sensation et souvenir de sécurité, et en se laissant habiter par elle au moment précis où le cerveau entre dans cet état de réceptivité maximale. Concrètement, tu choisis une image de sécurité. Cela peut être un lieu réel ou imaginaire où tu as déjà senti que tu pouvais te poser vraiment. Un bord de mer, une forêt, la cuisine de ton enfance un soir d'hiver. Une pièce calme avec une lumière douce. N'importe quoi, à condition que ce lieu porte en lui une qualité de sécurité ressentie physiquement. Pas seulement pensée, ressentie. Et au moment où tu commences à t'endormir, tu laisses ce lieu venir. Tu ne forces rien. Tu invites, tu laisses l'image se former derrière tes yeux fermés. Tu observes les détails, la lumière, la température, les sons, l'odeur éventuellement, et tu laisses ton corps se détendre dans ce lieu imaginaire comme s'il y était vraiment. Parce que pour le cerveau, et c'est cela qui est fascinant, la frontière entre une expérience réelle et une expérience imaginée avec suffisamment de détails sensoriels est beaucoup plus poreuse qu'on ne le croit. Le corps réagit. Le système nerveux autonome répond. Et la consolidation qui suivra sera colorée par cette qualité de sécurité. Espéra, parce qu'il faut aborder quelque chose d'important ici. Certains d'entre vous vont essayer cette pratique ce soir et ça ne va pas fonctionner parfaitement. L'image va s'échapper. Les pensées anxieuses vont revenir. Tu vas te retrouver à planifier ta réunion de demain au lieu de rester dans ta forêt imaginaire. Et tu vas peut-être te dire que ça ne marche pas pour toi, que tu es trop stressé, que tu n'as pas assez de concentration. Ce serait une erreur d'interprétation. Ce serait exactement le genre d'erreur cognitive que Christophe André passe son temps à démanteler dans ses consultations, parce que la pratique ne demande pas de perfection. Elle demande de la direction. Ce n'est pas la même chose. La direction, c'est chaque fois que tu t'aperçois que ton attention a dérivé vers les pensées anxieuses, tu la ramènes doucement, sans te rouger, vers ton image de sécurité. Tu la ramènes 1 fois, 2 fois, 10 fois s'il le faut. Chaque retour est une pratique. Chaque retour renforce un circuit neuronal. Chaque retour est un acte de soin envers toi-même. Marie, dans son groupe, a dit une chose que Christophe André a souvent citée ensuite. Elle a dit « Au début, je revenais à l'image et je repartais aussitôt dans ma liste de soucis. Mais j'ai compris que revenir était déjà tout. Que le fait de revenir, même pour 10 secondes, c'était déjà entraîner le cerveau. C'était déjà lui montrer qu'un autre chemin existait. Et 3 semaines plus tard,
comme elle l'a dit, quelque chose de plus léger dans la poitrine. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroplasticité. Mais il y a quelque chose de plus à dire sur Thomas. Parce que Thomas n'a pas seulement changé sa façon de s'endormir, il a changé quelque chose de plus difficile encore. Il a changé sa façon d'être présent le soir avec ses enfants. Et ça, ce n'est pas venu de la technique seule. Ça venu d'une compréhension profonde de ce qu'il perdait. Un soir, il a essayé quelque chose de simple. Quand sa fille lui a parlé de son professeur de mathématiques, il a posé son téléphone, physiquement. Il l'a mise face contre table et il a regardé sa fille vraiment. Il a remarqué la façon dont elle bougeait ses mains quand elle racontait. Il a remarqué le petit sillon entre ses sourcils quand elle cherchait ses mots. Il a vu sa fille. Pas le bruit de fond de sa journée par-dessus sa fille elle-même. Et sa fille, qui avait senti la distance de son père depuis des mois, a senti quelque chose de différent ce soir-là. Elle n'a pas sous le nommaire, mais elle a continué à parler plus longtemps que d'habitude. Et à la fin, avant d'aller se coucher, elle s'est approchée de lui et lui a dit « Papa, tu étais là ce soir ». Et il n'a rien répondu. Il a juste posé sa main sur ses cheveux, parce qu'il n'y avait rien à dire, parce que ce moment-là ne demandait pas de mots. Il demandait seulement d'être habité. Ce soir-là, Thomas s'est allongé dans son lit avec quelque chose de différent dans la poitrine. Pas de l'euphorie, pas un bonheur de magazine, quelque chose de plus solide, quelque chose qui ressemble à de la justesse. Et pour la première fois depuis des mois, il s'est endormi sans rejouer sa journée. Il s'est endormi avec l'image de la main de sa fille qui bougeait en racontant. Bueno, maintenant parlons de quelque chose que la pleine conscience appliquée au sommeil touche et qui est fondamental pour comprendre le changement en profondeur. C'est la question des croyances automatiques. Ce que les thérapeutes cognitifs appellent les schémas, ces convictions profondes sur soi et sur le monde que le cerveau a construites à partir des expériences passées et qui filtrent toute perception du présent. Tu as peut-être une croyance automatique qui dit « je dois être parfait pour avoir de la valeur » ou « si je me repose, je vais tout rater » ou « les autres ne comprennent pas vraiment ce que je vis ». Ces croyances ne sont pas des vérités, ce sont des constructions, des habitudes neuronales. Elles ont été utiles à un moment, peut-être dans l'enfance, peut-être dans une période difficile, pour te protéger. Mais aujourd'hui, elles tournent à vide. Elles consomment de l'énergie pour te défendre d'un danger qui n'existe plus. Et la nuit, pendant le sommeil, ces schémas se consolident aussi. Si tu vas dormir en ayant passé ta soirée à te coucher, à te dire que tu n'as pas assez fait, que tu aurais dû être meilleur, que tu as déçu quelqu'un, ton cerveau grave un peu plus profondément la croyance. Je ne suis pas assez. Et demain, tu te réveilleras avec ce filtre légèrement plus épais sur tes yeux. C'est pourquoi la restructuration cognitive ne peut pas se faire seulement en consultation, 1 heure par semaine. Elle doit s'infiltrer dans les moments ordinaires, dans la façon dont tu te parles le soir avant de dormir, dans les questions que tu te poses, dans le regard que tu poses sur ta journée avant de la quitter. Voici une question que Christophe André propose parfois en fin de journée. Non pas « qu'est-ce que j'ai mal fait ?» mais « qu'est-ce que j'ai fait du mieux que je pouvais avec ce que j'avais ?» Ces 2 questions aboutissent à 2 endroits très différents dans le cerveau. La première active le circuit de l'autocritique et de la rumination. La seconde active quelque chose de plus nuancé, de plus sage, de plus proche de la réalité. Parce que la réalité est ceci. Tu fais toujours du mieux que tu peux avec ce que tu as, pas avec ce que tu voudrais avoir, pas avec l'énergie que tu aurais si tu ne portais pas 10 kilos d'épuisement mental depuis des mois. Avec ce que tu as maintenant, aujourd'hui, et regarder ta journée avec cette question change quelque chose dans la façon dont tu te perçois. Elle ne nie pas les difficultés, elle les recontextualise, elle les replace dans l'espace de ton humanité réelle. Il y a un 4e outil que je veux te donner, et il concerne la respiration. Pas comme une technique abstraite de gestion du stress, comme une encre physiologique concrète. Parce que la respiration est le seul processus du système nerveux autonome que tu peux contrôler volontairement. Et par ce contrôle, tu peux avoir un accès direct au système nerveux parasympathique, celui qui gère la réponse de repos et de récupération.
La cohérence cardiaque est bien connue maintenant. 5 respirations par minute, soit une inspiration de 5 secondes et une expiration de 5 secondes pendant 5 à 10 minutes avant le coucher. Cette pratique réduit le taux de cortisol, active le nerf vague, diminue la fréquence cardiaque et signale au cerveau que la menace est passée. Elle crée physiologiquement l'état dans lequel le cerveau peut commencer sa consolidation réparatrice plutôt que sa consolidation anxiogène. Mais Christophe André va plus loin dans sa pratique. Il ne proposait pas seulement de réguler la respiration, il propose d'habiter la respiration, de l'observer avec curiosité, de remarquer par exemple que l'expiration est toujours un peu plus longue que l'inspiration quand le corps se posait vraiment, de remarquer que l'air sort par le nez est légèrement plus chaud que l'air qui entrait, de remarquer le micro-mouvement des narines. Ces petits détails qui semblent insignifiants sont en réalité des actes de présence. Chaque détail observé est un pas de plus dans le présent, un pas de moins dans la rumination. Et il y a quelque chose d'autre, de plus intime encore, que Christophe André aborde parfois dans ses écrits et dans ses conférences. C'est la question du sens. Pas le grand sens philosophique de l'existence, bien que ça compte aussi, mais le sens quotidien, immédiat, charnel, la capacité à répondre à cette question simple. Pourquoi est-ce que je veux être là, vraiment là, dans ma vie? Parce que toutes les techniques du monde ne tiendront pas longtemps si elles ne sont pas ancrées dans quelque chose qui compte vraiment pour toi. La pleine conscience n'est pas une fin en elle-même. C'est un moyen d'être davantage présent à ce qui compte. Et ce qui compte, tu le sais déjà. C'est peut-être ces regards de tes enfants. C'est peut-être la qualité de ta présence à toi-même dans une marche en forêt. C'est peut-être la connexion avec ton partenaire au-delà du bruit des obligations. C'est peut-être simplement le fait de traverser une journée sans avoir l'impression d'être en guerre contre toi-même. Quand on sait pourquoi on veut changer, le comment devient beaucoup moins difficile. La motivation ne vient plus de la peur, même si la peur a été utile pour prendre conscience de l'enjeu. Elle vient de quelque chose de plus doux, de plus durable. Elle vient du désir d'être là, vraiment là. Dans sa propre vie, Thomas maintenant a une pratique du soir, elle prend environ 20 minutes. Il fait l'ancrage sensoriel. Il cherche ces 3 moments de présence de la journée. Il laisse venir son image de sécurité, qui pour lui est une plage bretonne au crépuscule, une plage qu'il connaît depuis l'enfance, avec le bruit précis des vagues sur les galets et le froid du vent sur le visage. Et il se laisse emporter dans cet endroit au moment de s'endormir. Il n'est pas guéri de l'anxiété. Il ne le sera peut-être jamais complètement, parce que l'anxiété fait partie de son fonctionnement, de sa sensibilité, peut-être de ce qui fait de lui quelqu'un d'attentif et d'impliqué dans son travail. Mais il a appris à ne plus laisser l'anxiété gouverner la nuit, à ne plus laisser le bruit mental décider de ce que son cerveau va apprendre pendant son sommeil. Il a appris à orienter. Et cette capacité d'orientation a changé quelque chose dans son corps, dans ses épaules, dans le nœud qui était chroniquement dans sa gorge, qui s'est desserré progressivement au fil des semaines. Et sa femme, un soir, lui a dit quelque chose. Elle lui a dit « Je ne sais pas ce qui se passe, mais tu es différent ces derniers temps. Plus là. » Et il a souri, parce qu'il savait exactement ce qui s'est passé. Il réapprenait à habiter sa propre vie. Il réapprenait à être présent. Et cette présence se répandait comme une chaleur tranquille dans tout ce qu'il touchait. Déjame pensar un momento sur ce que cela signifie pour toi, maintenant, ce soir, après avoir entendu tout ça. Parce que les techniques ont été données, les mécanismes biologiques ont été expliqués. L'histoire de Thomas, l'histoire de Marie, les recherches de Davidson, les observations cliniques de Christophe André, tout cela est maintenant dans ta tête. Mais la tête n'est pas l'endroit où ça doit rester. Il y a une chose que les thérapeutes cognitifs et les enseignants de pleine conscience savent avec certitude. La connaissance intellectuelle d'un outil ne suffit pas. Elle ne suffit pas parce que le cerveau anxieux, le cerveau épuisé, dispose d'une capacité impressionnante à savoir ce qu'il faudrait faire sans le faire. Cette capacité s'appelle procrastination émotionnelle et elle se nourrit de l'idée que demain sera un meilleur moment pour commencer. Que ce soir, tu es trop fatigué, que cette semaine est particulièrement chargée, que le mois prochain, les choses se seront calmées.
Mais Christophe André dit quelque chose à ce sujet qui mérite d'être entendu vraiment. Il dit « Le bon moment pour commencer à prendre soin de soi, c'est maintenant, pas parce que maintenant est parfait, mais parce que maintenant est le seul moment qui existait. Le passé est une construction mémorielle, le futur est une projection anxieuse. Le présent est le seul endroit où quelque chose peut réellement changer. Et le présent, ce soir, c'est ceci. Dans 20, 30, peut-être 60 minutes, tu vas t'allonger dans ton lit, tu vas fermer les yeux. Et dans les minutes qui suivront, ton cerveau va commencer son travail de nuit. La question n'est pas de savoir si ce travail aura lieu. Il aura lieu. La question est de savoir dans quelle direction tu vas l'orienter. Peu, je veux revenir sur quelque chose d'essentiel que j'ai mentionné plus tôt et que je veux maintenant nommer complètement. Ce mot que je t'ai promis, ce concept que j'ai approché plusieurs fois sans le nommer. Parce que maintenant tu as le contexte pour le comprendre dans sa profondeur réelle. Ce processus, cette capacité d'orienter délibérément ce que le cerveau consolide pendant le sommeil à travers des pratiques intentionnelles au moment de l'endormissement. Christophe André l'inscrit dans ce que les chercheurs en neurosciences appellent la régulation émotionnelle par le bas, c'est-à-dire une régulation qui part du corps, de la respiration, des sensations, pour remonter vers les circuits émotionnels et cognitifs, plutôt qu'une régulation qui part des pensées et essaye de descendre vers le corps. Cette approche ascendante est ce que les anglophones nomment bottom-up régulation. Et elle est particulièrement efficace dans les états d'épuisement avancé, précisément parce qu'à ces états, le cortex préfrontal, siège de la raison et de la maîtrise volontaire, fonctionne moins bien. Mais le corps, lui, répond toujours. Le corps est toujours là. Il attend toujours qu'on lui donne de l'attention. Et la nuit, quand le cortex préfrontal s'est retiré, quand les filtres critiques s'assouplissent, quand le cerveau entre dans ces états de consolidation, c'est le corps qui a le dernier mot. C'est l'état physique dans lequel tu t'es endormi qui détermine la tonalité de ce qui sera gravé. Et c'est pourquoi ancrer le corps dans le calme avant le sommeil, l'ancrer dans des sensations de sécurité, dans des images bienveillantes, dans la chaleur simple de 3 moments de présence, change profondément ce que le cerveau fait pendant la nuit. Ce n'est pas de la reprogrammation au sens commercial et simpliste du terme. Ce n'est pas une promesse de transformation rapide et indolore. C'est quelque chose de beaucoup plus réel, de beaucoup plus profond. C'est apprendre au cerveau, nuit après nuit, par la répétition patiente et bienveillante de ces pratiques, que la sécurité est possible, que le présent est habitable, que l'on peut se poser dans sa propre vie sans que tout s'effondre. Et ce processus, consolidé nuit après nuit, semaine après semaine, commence à changer quelque chose dans la structure même du cerveau, pas métaphoriquement, structurellement. La densité synaptique dans certaines régions du cortex préfrontal médial augmente. La réactivité de l'amygdale diminue. La connectivité entre l'insula, siège de la conscience corporelle, et le cortex préfrontal, siège de la régulation, se renforce. Ce sont des changements mesurables, documentés, reproductibles. Et ces changements structurels, tu les ressentiras dans ta vie bien avant de pouvoir les mesurer. Tu les ressentiras dans la façon dont tu te réveilles le matin, dans la qualité de ta présence à table avec tes enfants, dans la légèreté relative qui remplace progressivement le poids permanent dans la poitrine, dans ta capacité à sentir, de nouveau, quelque chose qui ressemble à de la joie dans les petites choses ordinaires. Espéra, parce que je veux aborder encore une chose avant de clore ce chemin. C'est la question de la compassion envers soi-même dans ce processus. Parce que beaucoup de personnes qui souffrent d'anxiété chronique ou d'épuisement mental ont aussi un arrière-plan, une relation très dure avec elles-mêmes. Une voix intérieure critique, exigeante, sévère. Une voix qui dit « tout devrait aller mieux plus vite, tu devrais être plus fort, les autres gèrent ça sans en faire tout un drame ». Cette voix est peut-être la chose la plus corrosive qui soit pour le processus de guérison, parce qu'elle génère en elle-même une charge émotionnelle supplémentaire. Elle ajoute de la souffrance à la souffrance. Elle transforme la difficulté d'être humain en une preuve d'insuffisance personnelle.
Christophe André parle beaucoup de ce qu'il nomme, à la suite de la psychologue américaine Christine Neff, l'autocompassion. Ce n'est pas de la complaisance, ce n'est pas l'absence d'exigence envers soi-même. C'est simplement traiter sa propre souffrance avec la même gentillesse qu'on accorderait à un ami proche qui vit la même chose. Si ton meilleur ami te disait qu'il est épuisé, qu'il n'y arrive plus, qu'il se sente absent à lui-même et à sa famille, tu ne lui dirais pas. Tu devrais être plus fort. Tu lui dirais peut-être, c'est difficile, je comprends. Tu as besoin de te reposer, tu fais de ton mieux. Cette même voix, tu peux l'apprendre à te l'adresser à toi-même. Pas en un jour, pas en une semaine, mais avec la pratique, avec la répétition patiente, cette voix peut graduellement remplacer la voix critique. Et le soir, avant de dormir, si tu t'adresses à toi-même avec cette douceur, si tu te dis « j'ai fait du mieux que je pouvais aujourd'hui avec ce que j'avais », ton cerveau consolide ça aussi. Il consolide la possibilité d'être en paix avec sa propre humanité imparfaite. À Vers, il y a une dernière histoire que je veux partager. Un homme que Christophe André a accompagné pendant plusieurs mois, dont je vais changer tous les détails identifiables. Appelons-le Pierre, 55 ans. Passé par une période de dépression sévère à 48 ans. Il avait perdu son travail, traversé un divorce difficile et s'était retrouvé seul dans un appartement trop petit à regarder le plafond des nuits entières. Pierre, un matin de consultation, a dit à Christophe André « Je ne crois plus à rien de tout ça, les techniques, les pratiques. J'ai l'impression que c'est trop tard pour moi, que le cerveau à mon âge ne change plus vraiment. » Et Christophe André lui a répondu « Pierre, le cerveau humain reste plastique jusqu'à la mort. Chaque nuit que vous passez sur Terre est une nuit pendant laquelle votre cerveau peut apprendre quelque chose de nouveau. Pas une révolution, pas une guérison spectaculaire, mais un pas. Un tout petit pas dans une direction différente. » Et Pierre a commencé, lentement, maladroitement, avec des soirs où il oubliait et d'autres où il abandonnait après 2 minutes. Mais il a continué. Et 6 mois plus tard, il a retrouvé un travail, pas le même qu'avant, plus humble, mais plus aligné avec ce qu'il voulait vraiment. Et il a recommencé à appeler ses enfants régulièrement. Et un soir, il a dit à Christophe André quelque chose de simple. Il a dit « Je dors mieux. Et quand je dors mieux, le lendemain, je suis quelqu'un de différent. Quelqu'un que je reconnais mieux, dormir mieux. Ce n'est pas seulement une question de santé physique, bien que ça le soit aussi. C'est une question d'identité. C'est la question de savoir quel Thomas, quel Marie, quel Pierre se réveille chaque matin et affronte la journée. Et cette question-là, tu peux commencer à y répondre différemment dès ce soir. Plus voilà ce que Christophe André a passé des décennies à observer, à affiner, à enseigner. Non pas une recette miracle, non pas une promesse de bonheur instantané, mais une compréhension profonde de ce que le cerveau humain fait dans le silence de la nuit et de la façon dont on peut, doucement, patiemment, bienveillamment, lui donner de meilleures instructions. Des instructions de calme, des instructions de présence, des instructions de sécurité. Et si tu es là, si tu as traversé tout ce chemin jusqu'ici, c'est probablement parce que quelque chose en toi sait que le changement est possible. Que la vie ne doit pas se passer un entier derrière une vitre. Que tes enfants méritent ton regard, que ton partenaire mérite ta présence, que toi, tu mérites de dormir dans la paix et de te réveiller avec quelque chose de plus léger dans la poitrine. Et si cette réflexion t'a touché quelque chose, si tu penses à quelqu'un autour de toi qui porte ce même poids d'absence à lui-même, partage-la avec lui. Parce que parfois, un mot, une idée arrive exactement au bon moment. Et parfois, ce que tu partages avec quelqu'un, c'est exactement ce dont il avait besoin pour oser recommencer. Et si tu veux continuer à explorer ces chemins, à recevoir ces outils, à prendre soin de ton intérieur avec cette même qualité d'attention, tu sais déjà où trouver ce contenu chaque semaine. Ce n'est pas une promesse de perfection, c'est une invitation à revenir. Encore et encore, parce que c'est ça la pratique, revenir, chaque fois, sans se coucher. Ce soir, quand tu t'allonges avant que le plafond blanc devienne un écran de rumination, avant que le bruit mental reprenne ses droits. Rappelle-toi ceci, ton cerveau est en train de se préparer à travailler pour toi. Il peut travailler dans la direction de la peur ou il peut travailler dans la direction du calme.
Et tu as maintenant les outils pour lui dire dans quelle direction aller. Commence par l'espièse. Commence par la chaleur de la tasse du matin. Commence par l'image de cette plage ou de cette forêt ou de cette cuisine d'enfance. Commence par une seule respiration consciente, une inspiration lente, une expiration un peu plus longue. Commence là où tu es, avec ce que tu as, ce soir. Et demain matin, peut-être, tu remarqueras quelque chose de légèrement différent. Quelque chose de difficile à nommer, mais que tu reconnaîtras au fond de toi. Une légèreté infime, un espace de paix, là où il y avait de la tension. Un tout petit signe que quelque chose a changé pendant la nuit, que ton cerveau a pris son pas de danse nouveau, un tout petit pas, dans la bonne direction. Et ce tout petit pas, répété soir après soir, avec patience et douceur, finira par changer la façon dont tu traverses ta vie. Pas en grain de révolution, en transformation tranquille et profonde, comme l'eau qui, lentement, patiemment, finit par creuser la pierre, non pas par la force, mais par la constance, non pas par l'effort, mais par la présence. C'est ça, au fond, ce que Christophe André a toujours enseigné, que la guérison ne crie pas, qu'elle murmure, qu'elle se passe dans les marges de la vie, dans ces 20 minutes du soir, dans ce regard posé sur ses enfants, dans ce souffle conscient avant de fermer les yeux. Que la vie, la plus riche, ne se trouve pas dans les grandes décisions spectaculaires, mais dans la qualité de l'attention qu'on apporte aux moments les plus ordinaires. Et que cette qualité d'attention, on peut toujours la réapprendre. À 47 ans comme Thomas, à 52 ans comme Marie, à 55 ans comme Pierre. Ou ce soir, à l'âge que tu as, avec la vie que tu as, exactement là où tu es.